J'ai rêvé d'un autre monde où on se raconterait des histoires le soir. Et j'y suis. Je vais vous raconter la première fois où il m'est arrivé un truc qui ressemble à un film. Et où je me disais, tiens, où sont les caméras? Parce que là, j'ai du mal à croire que ce qui m'arrivait vraiment. En fait, j'avais peur du noir quand j'étais tout petit. Et dans mon cas, à moi, l'obscurité ne dissimulait qu'une seule chose. C'était le grand méchant loup anthropomorphe et anthropophage de Disney. On ne comprend pas ce qui se passe, il y a 350 personnes devant Times Square. Et là, on voit un avion rentrer dans une tour et un deuxième avion rentrer dans une tour. On était le 11 septembre. Il y a mes potes qui me disent, ma famille qui me dit ah bah, ça te fera une histoire à raconter. Et je suis ouais. Et à ce moment-là, je veux pas raconter l'histoire, je veux juste rentrer à la maison, je veux juste revoir mon fils. Il y a des inconnus qui ont pris soin d'autres inconnus, comme si c'était des gens de leur famille, vraiment. Il y a des gens qui ont pris des balles pour d'autres gens qu'ils connaissaient même pas. On traverse tous des tempêtes, des épreuves, des choses dans lesquelles on croit qu'on ne se relèvera pas. Et puis finalement, il y a ces forces. En tout cas, cette histoire m'a étrangement marqué pour une chose. C'est ce moment où je me suis dit, j'ai 14 ans et j'ai rien fait de ma vie. Donc à partir de là, je suis devenu suractif. Je me suis mis à écrire des tas de trucs, à faire plein de choses, à faire de la musique, à faire des dessins et tout ça, avec toujours cette idée, bon sang, si j'étais mort à 14 ans, j'aurais eu rien fait. Alors que maintenant, même si je meurs maintenant, j'ai l'impression que j'ai fait quelques petits trucs. Voilà, donc parfois on pense vivre quelque chose pour nous et en fait on est juste le pont pour quelqu'un d'autre. Parce que mon objectif c'était ça, c'était d'arriver sur scène ici et de vous raconter cette histoire debout. Donc voilà, merci de votre attention. Alors, parfois, dans la vie, on prend des décisions, on se lance dans des projets qui nous font sortir de notre zone de confort, comme on dit. Et donc, ça fait peur, forcément. Alors, on anticipe tous les pires scénarios, tout ce qui peut mal tourner. Mais, bien évidemment, très très souvent, la vie a plus d'imagination que nous. Et c'est ce genre d'histoire que va venir nous raconter notre prochaine invitée. Merci d'applaudir très fort Suzy Malandin. Bonsoir. Après un premier voyage, en 2008, j'avais 24 ans, j'ai pris un congé sabbatique d'1 an pour mes 30 ans. Je pars avec mon compagnon de l'époque, grâce à une bourse aux équipiers. On trouve un bateau. On part de Canet-en-Roussillon, à côté de Perpignan, le 1er novembre 2014. On est sur un catamaran de 58 pieds, ça fait environ 17 mètres et demi de long. Et on est 3 sur ce bateau, donc mon compagnon, moi-même, et le capitaine, qui a environ 70 ans, et qui est le capitaine qui dit que les femmes à bord, ça porte malheur. Nous voilà bien. Donc on longe les côtes méditerranéennes, c'est très chaotique, alors moi j'y connais strictement rien dans le bateau, et on arrive à Gibraltar, le 11 novembre. On récupère 2 autres coéquipiers, un prof d'anglais de 65 ans, et Michel, un états-unien, franco-états-unien, qui se dit prusse d'origine. Enfin, en bref, il est citoyen du monde. Michel vient de fêter les 70 ans de sa femme, Anne. Elle se dessine en paillettes sous nos yeux quand il raconte cette nuit où il a dansé avec elle. Il est aussi papa de 2 jeunes filles, Marianne et Julia, qui ont à peu près mon âge. Et du coup, avec Michel, se crée quelque chose d'assez intime. Tous les matins, on se fait un petit hug, et tous les soirs, un petit hug. C'est notre petite famille à nous qu'on reconstitue sur ce bateau. On reste une dizaine de jours dans les Canaries, d'un pour ravitailler le bateau, mais aussi pour savoir comment on fait fonctionner le bateau à 5, et puis pour se découvrir. Et oui, en se découvrant, c'est chouette. Michel, c'est une personne qui est extrêmement gentille, bienveillante. D'ailleurs, quand il est monté sur le bateau, il avait amené un stylo qu'il avait fabriqué lui-même. C'est son passe-temps du moment. Donc, il est là, le petit stylo. Et c'est quelqu'un aussi d'extrêmement brillant. Il a déposé 5 brevets. Il est capable de parler de la quadrature du cercle pendant toute une après-midi. Il nous initie même au bridge. Enfin, en tout cas, c'est génial. Le grand jour, le 24 novembre, on part pour faire la transatlantique.
Donc voilà, une partie, on se répartit l'écart. Donc avec mon compagnon et moi-même, on fait l'écart de 20h à minuit et les 3 autres garçons font l'écart de minuit à 6h du matin. Alors l'Atlantique, c'est vachement mieux. Hein. C'est plus souple, il y a les alizés, on pêche à la traîne, on voit des dauphins, des baleines. La traînée de plancton phosphorescent juste derrière le bateau, c'est quelque chose que je n'imaginais même pas. Je vous invite vraiment à le découvrir un jour. Enfin bref, la routine se met en place entre les repas, le bateau, etc. Au bout d'une semaine, un soir, Michel se sent pas très bien, donc je l'invite à aller se coucher plus tôt et je lui descends un bol de riz, une banane et un soda et je lui dis qu'à la fin de mon quart, je viendrai voir s'il a besoin d'autre chose, s'il a mangé. Le but du jeu, c'est qu'il reprenne des forces. Quand je remonte, le capitaine nous dit « Oui, mais ça fait quelques jours qu'il va pas bien. Mais Michel, il a plus l'habitude de naviguer sur un monocoque que sur un catamaran et ça bouge pas de la même manière. » Bon, j'y connais strictement rien, donc je lui fais confiance. Tout le monde part se coucher, on fait notre quart. À minuit, comme prévu, je redescends. Et là, avant d'arriver dans la cabine de Michel, en fait, Michel est allongé de tout son long et je vois du sang. Donc la première réaction, c'est de crier « Il est à terre, il est à terre ». Donc les autres se réveillent, on le relève. En fait, il s'est ouvert l'arcade, donc forcément, ça saigne pas mal, l'arcade. Donc je le soigne sur l'arcade et je demande à ce qu'on mette son lit pas dans sa couchette pour pas qu'il ait besoin de remonter et de redescendre, mais pour qu'il reste à même le sol, pour pas qu'il puisse retomber. Donc on fait ça. Le lendemain matin, on est le 1er décembre et on appelle le CROSS, qui est le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage, pour informer de l'état de Michel et peut-être envisager une évacuation. Mais en fait, on va le garder à bord et on va s'atteler à l'hydrater, à l'alimenter du mieux qu'on peut pour qu'il reprenne un maximum de force. Dans la nuit du 1er au 2 décembre, pendant notre quart, on continue à aller voir Michel. Et cette nuit-là, il me demande d'aller lui chercher son peigne et sa brosse à dents. Donc je m'exécute, je fouille un petit peu dans ses affaires. Et là, je découvre qu'il prend des cachets pour la tension, pour le cœur. Mais je ne sais pas depuis combien de temps il les a pas pris, ces cachets-là. Donc le lendemain matin, on prend le téléphone satellitaire et on appelle le médecin pour l'informer de l'état. Et puis aussi, Michel, là, il commence, je pense, sérieusement à être déshydraté parce qu'il a des hallucinations. Il entend les pirates monter sur le bateau. Donc c'est assez épique quand même comme chose. Et pendant ce temps-là, la traversée continue. On est au beau milieu de l'Atlantique et on passe le tropique du Cancer. Le lendemain matin, le 3 décembre, j'ai mon compagnon qui vient me réveiller violemment en me disant « Michel a fait un arrêt ». Je suis la seule sur le bateau à savoir prodiguer les gestes dits de premier secours. Donc je saute de la coque bâbord à la coque tribord, il ne respire pas et je commence à faire un massage cardiaque. Pendant 25 minutes, je masse. Et là, au bout de 25 minutes, crise de panique. Je passe le relais à mon compagnon et l'ancien prof d'anglais. Je remonte sur le pont. Le capitaine est en train de manœuvrer, il a tombé les voiles, il est au moteur parce qu'en fait, il y a un autre bateau qui s'appelle le Rainbow, qui est parti avec une course, l'Arc, qui fait une transat aussi, et qui a un défibrillateur grand public à bord. Donc on va essayer de les rattraper, enfin de se rencontrer. Et je prends le téléphone satellitaire avec le médecin et je lui explique. Et il me dit, faut continuer le massage et le massage, le plus important, c'est de garder le rythme. Et pour ça, j'ai un monsieur qui a fait 12 ans d'études au téléphone satellitaire, au beau milieu de l'Atlantique, qui se met à me chanter les Bee Gees. Staying Alive. Et donc, je me remets à chanter Staying Alive pour que les garçons gardent le rythme. Voilà. Alors, pour ceux qui ont un petit peu d'anglais, c'est un peu rigolo de se dire qu'on chante Staying Alive en minçant. On retrouve le Rainbow, on récupère le défibrillateur, on pose le défibrillateur et rien ne se passe. Voilà, je suis très en colère, je reprends le médecin, je lui dis que ça ne va pas. Et il me dit, en fait, vous allez descendre, vous allez débrancher Michel et vous allez remonter. C'est ce que j'ai fait. Je suis descendue, j'ai débranché Michel et je suis remontée au téléphone. Et le médecin m'a demandé, il est quelle heure? Nous sommes alors le 3 décembre 2014, il est 10h59 en temps universel et Michel est décédé. On rend le défibrillateur au Rainbow, on met le corps de Michel dans un sac de voile qu'on va garder dans la pointe avant tribord du catamaran parce qu'il nous reste 10 jours de traversée avant d'arriver dans les Caraïbes, où c'est le plein été aux Caraïbes.
derrière, on arrive donc le corps, oui c'est ça, le corps est extrêmement résilient et la pensée aussi. Donc on continue à naviguer et on arrive le 12 décembre en Martinique, au Marin, où là il y a la bête décoration de Noël. Et on a la chance d'avoir les pompiers, les gendarmes, les pompes funèbres, une cellule psychologique d'urgence médicale qui a été mise en place. Et surtout, il y a Anne qui est là. Anne, elle est là et on se reconnaît. Elle me connaît. Moi, je l'avais déjà vue en paillettes. Là, je la vois en chair et en os, mais elle me reconnaît. La première chose qu'elle fait, c'est qu'elle me prend dans ses bras et elle me dit « Je suis désolée de vous avoir fait vivre ça ». Avec ses filles qui sont présentes aussi, Julia et Marianne, elles nous offrent des bouquets de fleurs pour nous avoir remerciés d'avoir passé ce temps-là avec leur père. On continue ensuite notre voyage avec mon compagnon. On était parti pour une année sabbatique, c'est que le début. À la fin de notre voyage, on décide quand même de changer un petit peu les plans et on va passer quelques jours dans la maison de Michel et Anne. Donc on a commencé notre voyage avec Michel, on le finit avec Anne. On rentre en France, on se sépare. Je reste en contact avec cette famille qui est vraiment une famille de cœur. J'ai eu la chance de passer Thanksgiving en 2017 avec eux. Et moi, ma vie, elle continue, elle évolue, elle change. Il y a des valeurs qui se sont montées, qui se sont nourries. Et je décide de quitter mon emploi. Un emploi que j'ai occupé pendant plus de 12 ans, ce qui fait à peu près un tiers de ma vie à cette époque-là. Et je signe une rupture conventionnelle. Quelques jours plus tard, je me dis, mais attends, cette rupture conventionnelle, il y a quelque chose qui résonne. Bien évidemment, la rupture conventionnelle, je l'ai signée avec ce stylo. Et quand je regarde le papier de la rupture conventionnelle, je l'ai signé le 3 décembre 2019 à 10h59, exactement 5 ans, jour pour jour, heure pour heure. Et aujourd'hui, on est 10 ans après cette histoire. Je suis extrêmement heureuse de venir partager cette histoire avec vous. Je souhaite remercier les gens qui ont partagé cette aventure. Et je suis extrêmement fière d'avoir rencontré ce citoyen du monde qui est parti dans les eaux internationales et qui, je crois, aujourd'hui, est un peu une petite poussière d'étoiles en chacun d'entre nous. Merci à vous tous et réalisez vos rêves. Merci. Ça remue à chaque fois. Ça remue un peu. Suzy Malandin, ça remue un petit peu. Moi, j'ai une question. Est-ce que tu es déjà remontée sur un bateau ? Alors, il faut s'approcher du micro. Pendant le voyage, on a repris le bateau parce qu'on a remonté l'Amazone en bateau. J'ai repris un petit peu le bateau, mais pas sur une traversée, que des choses où les côtes ne sont pas très loin et où, du coup, les secours sont à proximité. Parce que là, les secours étaient loin. J'ai une deuxième question. Oui, avec plaisir. Est-ce que les femmes, ça porte malheur sur un bateau ? Absolument pas. Les femmes font tout sur un bateau, et notamment apporter le sourire et la joie. Voilà. Et alors, en fait, c'est Staying Alive. Et en fait, c'est quand ils font wouh, ho, 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 okay. Staying alive, c'est pour bien garder le rythme. Il y a quand même 500 personnes qui viennent d'apprendre à faire un massage cardiaque. Exactement. Ça peut servir. Garder le rythme et surtout chanter et danser sur cette chanson. Oui, moi, je voulais préciser qu'on a une connexion particulière avec Suzy parce que j'ai découvert cette histoire en 2015 et depuis, chaque année, depuis 5 ans, j'appelle Suzy, je lui envoie un message pour lui demander si elle veut pas venir la raconter à la veillée. Et c'était jamais possible parce que l'emploi du temps fait qu'on peut pas toujours. Et donc je suis très heureux que ça se passe ce soir sur France Inter. Merci Suzy, c'était formidable. Merci. Merci beaucoup, c'était Suzy Malandin. 3e invitée, 3e histoire de la veillée sur France Inter. De France Inter.